qui consiste à dénombrer les éléments d'un événement. Et un événement, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble. Donc, ça revient à calculer le nombre de cas favorables à l'événement A, c'est-à-dire le nombre d'éléments de l'ensemble A qui correspond à l'événement A sur le nombre de cas possibles. Donc, on avait vu pour le cas du D, l'événement A, probabilité d'avoir un nombre pair. Il y a quelqu'un qui arrive encore. Alors, nombre pair, il y a 3 nombres pairs, 2, 4, 6. Ça fait 3 sur 6. Probabilité d'avoir un nombre impair, c'est la même chose. Il y a 1, 3 et 5. Donc 3 sur 6. Et nombre pair est inférieur à 4. Il y en a un seul, c'est 2. Donc 1 sur 6. Donc ici, les modèles de boules, donc ça vous donne un petit peu l'éventail de toutes les façons de tirer des boules, et donc ça correspond à des... C'est des modèles. Donc dans les exercices ou bien à l'examen, ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir parmi ces modèles celui qui correspond le mieux au problème. Quelqu'un qui arrive encore. Alors, c'est comme je le disais en TD, c'est-à-dire que si quelqu'un arrive en retard, il n'a pas besoin de demander l'autorisation de rentrer, il rentre et il ne fait pas de bruit. Même chose, si quelqu'un veut sortir, il n'a pas besoin de demander la permission, il sort, mais discrètement. Bon, ici, c'est pas discret du tout. Alors, donc, il faut voir parmi ces modèles quel est celui qui correspond au problème qui est formulé en termes littéraires. Donc, les différentes manières de... Pour le canon dénombrable, c'est ce qu'on appelle la probabilité géométrique. Donc, ça revient à calculer c'est-à-dire la surface de l'événement qui correspond à A, divisé par la surface de oméga. Donc ici, par exemple, si oméga, bon, ici je l'ai appelé A, donc ça sera la surface, si je cherche à calculer la probabilité de B, ça sera la surface du cercle B sur la surface du cercle A égale oméga. Si j'ai cet exemple-là, donc on a une cible et on tire sur la cible. Quelle est la probabilité de tomber dans le cercle? C'est la surface du cercle divisée par la surface du carré, si le carré représente oméga. Et même chose en 3D. En 3D, ça sera le volume de A sur le volume de oméga. Et on peut aller en 4D, 5D, etc. Alors, quelle propriété de la probabilité? Alors, l'événement A bar, c'est le complémentaire de A, pris en tant qu'ensemble. Là, c'est le contraire de l'événement A. C'est-à-dire, c'est l'événement qui se réalise chaque fois que A ne se réalise pas. Donc, vous pouvez regarder sur le diagramme de Venn,
Alors, par exemple, pour le contraire de face, c'est pile. Hein, si face se réalise, pile ne se réalise pas. Et vice-versa. Et si on a une pièce parfaite, ça sera un demi, un demi. Oui, alors, on a vu que la probabilité de l'événement impossible, il lui correspond l'ensemble vide, sa probabilité, c'est 0. Mais il se peut qu'un événement soit nul, la probabilité d'un événement soit nulle, sans pour autant que ça implique que A égale l'événement impossible. On parlera d'événements négligeables. Si A et B, donc l'événement A inter B, c'est l'événement qui se réalise si les deux se réalisent en même temps. Donc on a vu que c'est dans la définition de la probabilité, si A inter B égale l'événement impossible, s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, alors la somme des probabilités, P de A plus P de B, c'est la probabilité de la réunion. La réunion, c'est A ou B, c'est l'événement qui se réalise si A se réalise ou B se réalise, ou les deux à la fois. Donc, si A inter B égale vide, c'est l'événement impossible, ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Dans ce cas-là, P de A union B, c'est P de A plus P de B moins probabilité de l'intersection. On va revenir sur le diagramme de Venn. Voilà. Voilà, ici, vous avez le cas où A et B ne peuvent pas se réaliser en même temps. Donc l'intersection est vide. La probabilité de la réunion, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Mais si l'intersection n'est pas vide, comme ici, si on écrit P de A plus P de B, P de A inter B est compté deux fois. Il est compté lorsqu'on écrit P de A plus P de B, donc P de A inter B a été compté deux fois, donc c'est pour ça qu'il faut retrancher une fois P de A inter B. Voilà. Donc la probabilité de l'événement impossible, c'est 0. La probabilité de l'événement certain, oméga, c'est 1. La probabilité est tout le temps comprise entre 0 et 1. Oui, une petite remarque au passage. Parfois, dans les examens, je vois que certains font des calculs et trouvent une probabilité négative ou une probabilité supérieure à 1. Donc déjà, si vous trouvez une probabilité négative ou une probabilité supérieure à 1, c'est que votre solution est fausse. Donc, voilà, ici, si A et B est l'événement impossible, la probabilité de la réunion, c'est la probabilité de la somme. Monsieur, Oui. et si la probabilité de A et B est égale à 0? Si la probabilité de A et B est égale à 0. A inter B. ça ne peut pas être 0. C'est un événement. Donc, c'est l'événement impossible. C'est la probabilité de A inter B peut être égale à 0. Oui, justement, Parce la que probabilité de A inter B. A et B, ça ne peut pas être 0, ce n'est pas un nombre. Un événement A, ce n'est pas un nombre.
Un événement, c'est un ensemble. L'ensemble constitué des événements élémentaires qui réalisent l'événement A. Donc, on ne peut pas dire que A inter B égale 0. Monsieur, je voulais dire la probabilité de A inter B. Bon, si elle est égale à 0, si la probabilité de A inter B égale 0, Si la probabilité de A inter B est égale à 0, est-ce que... la voici. Je reviens sur le... Ici, A inter B, donc donc ici, A représente donc l'ensemble qui réalise l'événement A. C'est comme quand je lance le dé, si je dis l'événement A impair, donc un événement, il correspond à une description littéraire. Je dis l'événement A, c'est le résultat du lancer du dé est pair. Donc l'événement A, ça sera l'ensemble qui réalise pair. L'événement, le résultat est pair. Donc c'est l'ensemble 2, 4, 6. Ici, par exemple, quand j'avais pris l'exemple du dé. L'exemple du dé. Voilà, le dé. Alors, événement A. Donc, événement A, ça va correspondre à une phrase qui décrit l'événement A. Le résultat du lancer du dé est pair. Ça, c'est un ensemble qui va correspondre au résultat d'un ensemble. L'ensemble, le résultat est 2. Le résultat est 2, ou bien 4, ou bien 6. 3 résultats possibles. Si le résultat est l'un de ces nombres, alors l'événement A s'est réalisé. Donc à chaque l'événement B égale résultat impair, c'est un ensemble, soit c'est le 1 qui sort, soit c'est le 3 qui sort, soit c'est le 5. Donc c'est un événement. C'est résultat, donc c'est une phrase qui décrit l'événement. Résultat pair est inférieur strictement. Cet événement, c'est l'ensemble. Le seul résultat possible, c'est 2. Maintenant, A inter B, non, A. Alors, je vais essayer de prendre...
A inter B c'est l'événement, c'est vide. C'est l'événement impossible. Et la probabilité de P de P de A inter B, c'est P de l'événement impossible, l'ensemble vide, et ça c'est 0. Comprenez la différence entre un événement et sa probabilité. Si je prends P, je reprends donc, si j'écris P de A inter C, A inter C, l'intersection, c'est l'ensemble de c'est-à-dire A inter C, c'est l'événement qui réalise à la fois l'événement A et l'événement C. Donc c'est l'intersection. L'intersection, c'est le singleton 2. Et P de 2, ça va être un résultat favorable à l'événement A inter C divisé par 6. Voilà. Donc si ce que je voulais dire, regardez, je voulais vous donner des diagrammes de Venn. Voilà. Voici l'événement A. Donc, les diagrammes de Venn, c'est pour les ensembles, mais comme à chaque événement, on associe un ensemble, l'ensemble de tous les résultats élémentaires qui réalisent cet événement-là. Donc ici, on a un exemple où A inter B égale l'ensemble vide. Donc ici, la probabilité de A inter B égale 0, puisque A inter B, c'est l'événement impossible. Ils n'ont pas d'éléments communs. Donc ici, la probabilité de la réunion, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. On aurait pu dire plus la probabilité de A inter B, mais la probabilité de A inter B égale 0. Voici un autre exemple où, cette fois-ci, l'intersection n'est pas vide. Voilà. Ici, l'intersection n'est pas vide. Donc, si j'écris que P de A union B, c'est P de A plus P de B, donc ici, P de A inter B, je l'ai compté 2 fois. Donc, c'est pour ça qu'il faut retrancher moins P de A inter B, dans le cas où A inter B n'est pas l'événement impossible, n'est pas l'ensemble vide. Ici, par exemple, si j'écris A union B, A union B, c'est A, puisque B est inclus dans A. Donc, les diagrammes de Venn, ils peuvent vous aider à démontrer certaines propriétés.
Alors, on va essayer de les passer en revue, certaines. Donc, ici, on a vu donc, la probabilité de l'événement A bar, c'est le contraire de A. C'est-à-dire, en termes d'ensemble, c'est le complémentaire. A union le contraire, oui, A inter A bar, c'est l'événement impossible. Un événement et son contraire ne peuvent pas se réaliser en même temps. La réunion, c'est l'événement certain. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une expérience aléatoire, soit c'est l'événement A se réalise, soit c'est son contraire. Pas les deux à la fois. Et donc, la probabilité de A plus probabilité de A bar, c'est 1. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Si A inter B, c'est l'événement impossible, P de A ou B, c'est P de A plus P de B. Même si on dit P de A inter B, c'est 0. Si A inter B est l'événement impossible. Mais si A inter B est différent de l'événement impossible, alors c'est ça. Parce que en écrivant P de A plus P de B, P de A inter B a été compté 2 fois. Donc il faut retrancher une fois. Oui, si A est inclus dans B, alors la probabilité de A est toujours inférieure à la probabilité de B. Bon, ça, je passe. Oui, bon, voilà. On aborde la notion de probabilité conditionnelle. Alors, comme je l'ai dit, si on a une information, alors la probabilité de A, il faut la recalculer. P de A sachant B, donc par définition, c'est la probabilité de l'intersection sur P de B. Il faut bien sûr que P de B soit différent de 0. C'est-à-dire que si je sais que l'événement B s'est réalisé, alors la probabilité de A va changer. Parce que la notion de probabilité elle-même, j'en ai parlé au début, elle est fonction de notre connaissance. Hein, j'avais donné l'exemple de la pièce de monnaie. Bon, si on n'a rien, bon, si la pièce est parfaite, c'est un demi. Tout ce que je peux dire, c'est soit c'est pile qui sort, soit c'est face. Mais si je mets beaucoup de capteurs qui vont calculer la force avec laquelle je lance la pièce, la résistance de l'air et d'autres paramètres physiques, peut-être que je pourrais prédire un peu plus sûrement est-ce que c'est pile ou face qui va sortir. Alors ici, bon, si B est l'événement certain, alors la probabilité de A sachant l'événement certain, c'est P de A. C'est-à-dire qu'il n'y a... Bon, on peut le voir en calculant directement, donc P de A inter l'événement certain, A inter oméga. Monsieur, Oui, vous pouvez accepter des gens qui veulent entrer au mythe. oui, oui. Merci. Donc là, si j'utilise directement la formule P de A sachant oméga, c'est P de A inter oméga sur P de oméga. Mais P de A inter oméga, c'est A, parce que A est inclus dans oméga. P de oméga, c'est 1. Donc P de A. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette propriété-là? En fait, intuitivement, on peut le comprendre. Si je sais que l'événement oméga s'est réalisé, ça n'apporte aucune information sur A, parce que c'est l'événement certain. On est certain que oméga va se réaliser. Pour P de B égale 0, P de A sachant B n'est pas défini.
C'est-à-dire, on ne peut pas calculer la probabilité de A, sachant par exemple l'événement impossible, ou un événement de probabilité nulle. Ça amène la notion d'indépendance. On dira que A et B sont indépendants si P de A sachant B égale P de A, ou si B sachant A égale P de B. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait de savoir que B s'est réalisé n'apporte aucune information sur la probabilité de réalisation de A, et inversement. Dans ce cas-là, on dirait qu'ils sont indépendants. Bon, il y a d'autres façons de définir l'indépendance. Bon, ici, lorsque je dis P de A sachant B, bon, c'est un peu comme si je disais que il y a quelqu'un qui arrive. C'est comme si je disais que B est la cause de A. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais alors une façon d'écrire l'indépendance, c'est donc ça découle directement de cette formule-là. Donc, en utilisant cette définition-là, P de A inter B, c'est P de B multiplié par P de A sachant B. Et si A et B sont indépendants, donc P de A inter B, c'est le produit. Alors, on avait pris, ça on en a parlé, bon, une urne contient 4 boules blanches, 6 noires. On tire 2 boules successivement sans remise. Si la première boule est blanche, quelle est la... Bon, d'abord, la deuxième question, c'est la probabilité pour que les 2 boules soient blanches. Alors, on peut décider de le calculer directement par dénombrement. Donc, la probabilité que les 2 boules sont blanches, c'est C4,2 sur C2,6. Donc, nombre de cas favorables à l'événement A, donc c'est le nombre de combinaisons, donc tirer 2 boules parmi les 4 blanches. Nombre de cas possibles, tirer 2 boules parmi les 10. Et si je fais le calcul, donc C4,2, c'est 4 factoriel divisé par 2 factoriel, 2 factoriel. C'est 4 fois 3 divisé par 2. 10 factoriel sur 2 factoriel fois 8 factoriel. Si on simplifie, il va rester 10 fois 9 divisé par 2. Et on simplifie par le 2, il va y avoir 4 fois 3 sur 10 fois 9. Ça, c'est calculé directement par dénombrement. Donc, en utilisant la définition de la probabilité, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Alors, bon, la première question, c'était pour nous obliger à utiliser les probabilités conditionnelles pour retrouver ce même résultat. Donc, si la première boule est blanche, quelle est la probabilité que la seconde soit blanche? Alors, si j'appelle B, donc, probabilité que la première tirée est blanche, oui, si la première, donc A, supposons que ça veut dire première blanche, B, la deuxième est blanche. Donc, probabilité que la deuxième soit blanche, sachant que la première est blanche. Donc, si c'est que la première est blanche, il reste 3 boules blanches dans la boîte et 9 boules en tout. Donc, probabilité que la deuxième soit blanche, sachant que la première est blanche, c'est 3 sur 9. Ensuite, on utilise les probabilités conditionnelles, donc P de A et B. Donc, probabilité que les 2 boules soient blanches, c'est probabilité que la première soit blanche, 4 dixièmes, donc il y a 4 boules blanches dans l'urne, et 10 en tout, donc 4 dixièmes. Probabilité que
deuxième soit blanche, sachant que la première est blanche, c'est 3 neuvièmes, comme on vient de le... Et on retrouve le même résultat que... Et donc, dans le cas général, si on a n événements, alors, donc ici, lorsqu'on met rien entre deux événements, ça veut dire que c'est l'intersection. Donc, P de A1, A2, AN, ça c'est P de A1, inter A2, inter AN. Donc, si les événements sont indépendants, c'est le produit. Et on parle également d'indépendance mutuelle. On dira que les événements A1, AN sont mutuellement indépendants si, pour toute permutation, les événements AI1, AI2, AIK sont indépendants. Il y a quelqu'un qui arrive ou qui part? J'accepte. Alors, voici quelques P de A sachant A, c'est 1. Donc, la preuve mathématique, vous écrivez directement la définition, P de A inter A sur P de A. A inter A, c'est A. Donc, P de A sur P de A, c'est 1. Bon, et intuitivement, on peut comprendre. Si on sait que A s'est réalisé, on est certain que A s'est réalisé. P de l'événement impossible sachant A, c'est 0. Preuve mathématique, vide sachant A, c'est vide impossible, événement impossible inter A. Donc c'est toujours l'événement impossible, divisé par P de A, c'est 0. P de, c'est-à-dire que si on sait qu'un événement quelconque s'est réalisé, la probabilité de l'événement impossible, sachant n'importe quoi, c'est toujours 0. On entend des gens parler. Il y a quelqu'un qui a activé son micro. Quelqu'un a activé son micro. S'il y a une question, vous pouvez la poser, bien sûr. Hein. P de l'événement certain sachant A, c'est-à-dire la connaissance de n'importe quel événement, l'événement certain, c'est l'événement certain. Preuve mathématique, oméga inter A, c'est A, divisé par A, c'est 1. Si A est inclus dans B, P de B sachant A égale 1. Preuve mathématique, application directe de la définition, P de B sachant A, c'est P de B inter A, divisé par P de A. Puisque A est inclus dans B, donc A est inclus dans B, donc la probabilité de l'intersection, c'est P de A, divisé par P de A, c'est 1. Bon, je vous laisse ça comme exercice. Les autres aussi. Donc, vous pouvez, il faut essayer de voir en traçant le diagramme de Venn pour comprendre ses propriétés. Alors, la formule des probabilités totales. Alors, voici, c'est-à-dire que on a un certain événement qu'il est difficile de calculer directement. Pas l'événement, mais il est difficile de calculer sa probabilité. On suppose cependant qu'on est capable de calculer la probabilité de A, sachant certaines informations, qui sont exprimées par les hypothèses que je vais noter H1, Hn. Ces hypothèses, elles ne sont pas n'importe comment, elles forment ce qu'on appelle un système exhaustif d'événements. C'est-à-dire, si je prends deux événements, HI, HJ, pour I différent de J,
leur intersection, c'est vide. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Quel que soit IJ. Et la réunion, c'est l'événement certain. Prise ensemble ces deux propriétés, ça veut dire qu'on est certain qu'un seul de ces événements va se réaliser. Et on suppose qu'on est capable qu'on connaît les probabilités des HI et qu'on sait calculer la probabilité de A, sachant l'hypothèse HI. Alors, la probabilité de A, on va pouvoir la calculer comme la somme P de HI, P de A sachant HI. Donc, on peut écrire autrement l'équation 4. On peut le vérifier facilement. P de A sachant HI, c'est P de A inter HI, divisé par P de HI. On divise par P de HI, il reste P de A inter HI. Alors, j'avais donné un exemple des boules, mais bon, ici, il y a un autre exemple, c'est une usine qui contient 3 machines, M1, M2, M3. Alors, la machine M1 assure 25% de la production, M2 35% et M3 40% d'un certain produit P. Les statistiques de contrôle qualité ont montré que la proportion de défectueux pour la machine M1, c'est 5%. M2, c'est 4% et M3, c'est 2%. C'est-à-dire que sur 100 articles fabriqués par la machine M1, 5 sont défectueux, en moyenne. Même chose pour les autres. Alors ici, on appelle HI. Alors, hein, vous voyez, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que l'événement, l'article a été fabriqué par la machine numéro I. Pour I égale 1, 2, 3. Et A, l'article choisi, c'est-à-dire on tire au hasard un article. Quelle est la probabilité qu'il soit défectueux? Bon, ici, en fait, pourquoi c'est l'événement A, l'article choisi au hasard est défectueux? Parce qu'ici, on ne sait pas s'il a été tiré de la machine M1, de la machine M2 ou de la machine M3. C'est ça qui rend A difficile à calculer. Mais connaissant les informations sur les probabilités de HI, le nombre de défectueux par machine, on applique la formule des probabilités totales comme suit. P de A, c'est P de H1 fois P de A sachant H1 plus P de H2 sachant H2 multiplié par probabilité de A sachant H2 plus P de H3, probabilité de A sachant H3. Et ensuite, c'est une application directe, numérique. Alors, P de H1, c'est 0,25. Défectueux sachant fabriqué par la machine H1, c'est 5%. P de H2, donc fabriqué par la machine H2, 0,35. Défectueux sachant fabriqué par la machine H2, plus fabriqué, tiré de la, fabriqué par la machine H3, par la probabilité que ce soit l'article soit défectueux, sachant qu'il a été fabriqué par la machine H3. Et là, je vous avais donné une autre bon, ici, c'est un petit peu autre chose. Parfois, il est intéressant de représenter l'espace probabilisé à l'aide d'un arbre de probabilité, qu'on appelle encore arbre des éventualités ou arbre pondéré. Donc, son utilisation permet de visualiser les différentes issues possibles, donc un résumé de la situation probabiliste.
Les sommets du graphe représentent des événements possibles et un arc ou la branche du graphe correspond à une éventualité possible, pondérée par la probabilité de réalisation de l'éventualité. Bon, je vais descendre pour mieux voir. Voilà, ici on a l'événement certain. L'événement certain, c'est A union A bar. C'est-à-dire que soit l'événement A se réalise, soit c'est le contraire. Ensuite, si A se réalise, si on prend un autre événement, on peut calculer la probabilité de B sachant A. Mais c'est soit B qui se réalise, soit B bar, soit le contraire. Donc P de A, si c'est B le contraire de B qui se réalise, on va pouvoir calculer P du contraire sachant A. Et même chose pour si c'est A bar qui se réalise. Donc si A bar se réalise, pour B, donc c'est soit B soit le contraire, on peut calculer P de B sachant que le contraire, ou bien P de B bar sachant le contraire de A. Et on peut illustrer ça sur une urne qui contient 6 boules blanches et 4 noires. On tire au hasard 2 boules successivement et sans remise. Alors, toutes les éventualités possibles, c'est celle-ci. Soit les 2 boules sont blanches, soit une est noire, c'est-à-dire la première est blanche, la deuxième noire, soit la première noire et la deuxième blanche, soit les deux sont noires. Alors, on appelle BI, la IM boule tirée est blanche. NI, noire. Ben, ici, on voit tout de suite que B1, la première boule tirée est blanche, c'est soit les deux sont blanches, soit la première est blanche et la deuxième noire. Pour N1, kiff kiff. La première noire, etc. Bon, les événements ne sont pas équiprobables. Bon, on peut les calculer. On peut calculer P de B1. Donc, B1, qu'est-ce qu'on a dit, B1? B1, oui, il y a, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a 6 blanches et 4 noires. Donc, première tirée blanche, c'est 6 sur 10. Première tirée et noire, c'est 4 sur 10, etc. Et là, on peut l'arbre de probabilité correspondant, donc l'événement certain, donc soit la première est blanche, soit elle est noire, contraire. Si elle est blanche, si la première tirée est blanche, la deuxième, soit elle est blanche, soit elle est noire. Et si la première tirée est noire, soit la deuxième est blanche, soit elle est noire. Donc ce sont les événements correspondants. Ici, ça correspond à les deux sont blanches, la première est blanche, la deuxième est noire, la première est noire, la deuxième est blanche, les deux sont noirs. Et on peut faire le calcul à partir des... Donc pour calculer par exemple P de B1, sachant P de B1, la première blanche et la deuxième blanche, donc ça correspond à la première branche de l'arbre. Donc c'est la probabilité que la première soit blanche, multipliée par la probabilité que la deuxième soit blanche, sachant que la première est blanche. Donc
c'est le produit des probabilités. Qu'on peut écrire ici, voilà, comme ceci. Alors, je termine avec ça, la formule de Bayes. Alors, on l'appelle parfois théorème des causes. Donc, tout à l'heure, on avait besoin des P de A sachant HI. Maintenant, ici, on peut essayer de calculer P de HI sachant A. HI sachant A, c'est quelle est la... si on sait que l'événement A s'est réalisé, quelle est la probabilité pour qu'il... sa cause, c'est la réalisation de HI. C'est comme tout à l'heure. Si on sait que l'article est défectueux, quelle est la probabilité pour qu'il soit fabriqué par la machine M1 ou M2 ou M3? Alors c'est ceci, P de HI sachant P de A sachant HI, sur ceci. Cette somme qui est en fait l'événement A d'après la formule des probabilités totales. Donc c'est la formule de Bayes. Donc là, si on sait que l'article est défectueux, quelle est la probabilité pour qu'il soit fabriqué par la première machine? Donc c'est P de H1 sachant A. P de A, on l'a calculé, c'est 0,0345. P de H1, c'est 0,25. P de A sachant H1, c'est 0,05. Tout le résultat. Même chose pour H2, etc. Voilà, donc j'ai fait le tour. Donc en principe, vous allez revoir ces choses-là en TD tout de suite. Il reste 5 minutes donc pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est bon, je suppose. De toute façon, vous allez revenir.